C'est Antoine Yoshinaka qui est avec nous ce matin pour la chronique américaine. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors, on approche très vite, là, c'est mardi qui va marquer les 100 premiers jours de l'administration de Donald Trump. Les dernières semaines, les derniers 100 jours finalement qui ont été marqués par la guerre commerciale, la guerre aussi contre les différentes institutions, la guerre contre l'immigration, l'État fédéral, les cabinets d'avocats, les universités, le wokisme aussi qu'on peut ajouter à cette liste. Quel bilan faites-vous de ces 100 premiers jours, Antoine? Ben, ça fait pas mal de guerres hein, que vous mentionnez. Au niveau là, domestique, évidemment, aux États-Unis, Mhm. je dirais que c'est une présidence hyper active sur le plan par exemple, des décrets présidentiels ou au rythme là, où il s'en va. La présidence, le deuxième mandat de M. Trump pourrait fracasser des records déjà dans les 100 premiers jours. Il a passé plus de décrets présidentiels que même Franklin Roosevelt à ce temps-ci, à cette époque-ci, disons après 100 jours de son premier mandat, qui lui avait déjà fracassé des records. Donc, très actif, mais par exemple, par contre, au plan législatif, Mhm. pas mal moins actif que d'autres présidents avant lui. Prenez par exemple M. Biden qui avait fait entériner un gros plan de relance, vous savez, un gros plan de relance en 2021 suite à la COVID, etc. M. Trump n'a pas de grand succès législatif, disons, sur son palmarès là, pour l'instant. Mais il s'attaque beaucoup aux institutions. Vous les mentionnez, les universités. On parle de juges, par exemple, étatiques. On les menace, on les met en état d'arrestation dans certains cas. Ça soulève beaucoup de questions au sujet des poids, des contre-pouvoirs, du pouvoir contre-pouvoir aux États-Unis. Et il y a vraiment, à ce niveau-là, une centralisation du pouvoir au sein de la Maison-Blanche, ce qui est quand même assez unique. Il y a eu un récent sondage du New York Times, c'était dans les derniers jours en fait, puis ça nous donne une idée un petit peu de l'humeur des électeurs. Ça indique qu'une franche majorité d'électeurs décrivent son deuxième mandat comme étant ou bien chaotique à 66 on le voit sur le tableau, ou même le terme épeurant qui revient pour 59 des répondants. Sa cote de popularité d'ailleurs, son taux d'approbation il est à 42 présentement et il n'a cessé de baisser depuis son retour au pouvoir, Antoine. Oui, tout à fait. Le sondage CNN New York Times nous démontre que, bon, dans la mesure où il y avait peut-être une petite lune de miel au début de son mandat, il semblerait que cette lune de miel-là soit terminée. On parle d'un taux d'approbation de 42. Bon, la moyenne des sondages lui donne un taux d'approbation un petit peu plus élevé. Mais vous savez, c'est à la mi-mars environ, donc à peine là, 2 mois, un peu 7 à 8 semaines après le début de son mandat, qu'il y avait plus d'Américains que son taux de désapprobation avait surpassé le taux d'approbation. Donc, il Mm. était, entre guillemets, là, dans le rouge. Encore une fois, à titre de comparaison, son prédécesseur, M. Biden, on sait bien que son taux d'approbation avait diminué fortement, mais ça avait pris 7 mois. C'était seulement à partir du mois d'août 2021 que son taux de désapprobation avait surpassé son taux d'approbation. Donc, même par rapport à un président qui, on doit l'admettre, était plutôt impopulaire, Mhm. le taux de désapprobation de M. Trump est quand même déjà assez élevé. Mais bon, il faut aussi souligner que c'était le cas dans son premier mandat qui avait été relativement impopulaire là, au niveau national. Euh, le mandat actuel, il se compare quand même assez bien à son premier mandat, c'est-à-dire que en raison de l'impopularité, si on veut, qui est encore plus élevée après l'élection de 2016. Donc, ça continue de se détériorer. Pour l'instant, ses supporters sont quand même avec lui, mais c'est vraiment au niveau des électeurs, bien sûr, démocrates, mais au niveau des indépendants que, disons, sa popularité est en décroissance
assez marqué. Une des réalisations qu'il espérait bien pouvoir accomplir dans ses 100 premiers jours, voire même dans les 24 premières heures, c'est ce qu'il disait, c'est par rapport à la guerre en Ukraine, espérait pouvoir parvenir à une entente pour la paix. Là, Donald Trump, il s'est rendu hier aux funérailles du pape François. Il a eu l'occasion de rencontrer, il y a cette photo là, qui marque vraiment les esprits, cette photo de Volodymyr Zelensky et lui qui sont dans la basilique, les deux chaises rapprochées qui se parlent comme ça dans un tête-à-tête qui a duré quelques minutes. Et après coup, Donald Trump a écrit sur son réseau social en disant que finalement, là, il envoyait un peu, jetait la pierre un peu à la Russie, en disant que c'est Moscou finalement qui ne veut peut-être pas réellement régler le conflit avec l'Ukraine. On sent vraiment, Antoine, toute l'impatience du président américain depuis quelques semaines là-dedans. Une impatience et peut-être un aveu, qu'il soit, disons, formellement ou non, là, mais un aveu que ce conflit n'est pas sur le point de se régler, ou du moins, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'il nous avait dit pendant la campagne. Vous avez mentionné un coup de téléphone, 24 heures et les hostilités seront terminées. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans les faits. Et c'est pas parce qu'il n'a pas essayé, hein, soit dit en passant. Il y a eu des rencontres. On se souvient de la rencontre assez, disons, houleuse à Washington entre Zelensky et Trump, mais il y a eu des rencontres entre des représentants russes et américains en Arabie saoudite. Il y a eu des rencontres à Moscou avec M. Poutine et un délégué responsable des négociations américains. Et ça ne semble pas avancer, entre autres parce que les intérêts des deux nations qui sont prises au conflit sont très difficiles à concilier parce que c'est pas juste une question de territoire, ce qui est évidemment déjà un point majeur, mais pour l'Ukraine, il s'agit de sa survie à court, moyen et même à long terme. Et les moyens pour s'assurer de sa survie, il y a joindre l'OTAN, ce qui semble être absolument impensable du côté de la Russie, de M. Poutine. L'autre possibilité, ce sont des garanties de sécurité, mais qui peut offrir ces garanties-là? Bon, il y a l'Europe peut-être, mais ce sont les États-Unis. Et on sait que M. Trump n'a absolument aucunement l'intention d'être présent, d'avoir des troupes américaines sur le terrain pour assurer une sécurité à long terme. Donc, on est un peu pris là comme ça entre ces deux nations-là et les États-Unis. Je pense que M. Trump se rend compte c'est très, très, très difficile à offrir aux deux nations ce qu'elles désirent pour mettre fin au conflit. Oui, c'est ça, qu'elles s'entendent, qu'il y ait un point, un juste milieu finalement qui soit acceptable pour les deux parties dans le contexte. Mais effectivement, alors on va suivre donc cette semaine les 100 jours de l'administration Trump, c'est mardi. Et là, vous le disiez tout à l'heure, il y a un autre niveau qui a été atteint dans le conflit entre l'administration et les tribunaux avec cette juge qui a été arrêtée en plein palais de justice. Qu'elle ait commis un crime ou non, c'est quand même un message qui est très clair pour la magistrature, Antoine. On va suivre donc cette semaine pour voir ce qui va arriver avec cette magistrate. Antoine Yashinaka, on aurait pu se parler encore longtemps, mais je suis très contente que vous ayez été là ce matin. On va se reparler dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Bon dimanche. Plaisir. Au revoir.